Mesdames, Messieurs, bonsoir. Apparu à Yuan en Chine en 2019, le coronavirus est devenu en quelques mois la plus grande épidémie de notre époque. Le Tchad a enregistré son premier cas le 19 mars 2020. Depuis lors, des mesures barrières ont été édictées par le gouvernement pour limiter la propagation de la maladie. Malheureusement, elle a refait surface à N'Djamena et à Amdjaras dans l'Ennedi Est, où plusieurs nouveaux cas ont été enregistrés. Pour en parler, nous recevons ce soir sur ce plateau comme invité de la semaine le coordonnateur national de riposte sanitaire, le professeur Choua Ouchemi. Vous avez deviné, mesdames, messieurs, il sera question de la résurgence de cette maladie, de son mode de contamination et des stratégies de mise en place pour limiter les dégâts. L'invité de la semaine est une émission de l'ONAMA, co-animée par Souleymane Diabo et moi-même Hinda Ahmed Chérif. Professeur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de me recevoir. Professeur, à un certain moment, on pensait avoir limité la propagation de la maladie à coronavirus, mais subitement la pandémie récidive avec plusieurs cas enregistrés à N'Djamena et à Amdjaras. Qu'est-ce qui explique donc cette résurgence? Vous savez, l'évolution de l'épidémie à coronavirus chez nous a été en dents de scie depuis son apparition en mars 2020. Et il y a eu donc des moments de quiescence et d'autres moments de recrudescence. Le moment actuel de recrudescence fait partie d'une recrudescence au niveau mondial et aussi au niveau régional. Le nombre de cas de malades positifs au coronavirus dans la période des 2 dernières semaines de juillet 2020 était de 18 000 cas environ. Les 2 dernières semaines, à partir du 28 décembre jusqu'à maintenant, on est presque dans les 30 000 cas. Il y a eu une augmentation environ de 40%. Donc c'est dans une dynamique mondiale et sous-régionale que cela est arrivé. Et nous nous attendions à ce que cela arrive. Parce que il y a beaucoup d'éléments qui sont en faveur de la recrudescence. Donc le contexte mondial, régional, la saison, actuellement il fait froid. Donc c'est la période pendant laquelle les virus qui attaquent la sphère respiratoire augmentent même habituellement, comme la grippe. Il y a manifestement une plus grande circulation du virus dans notre environnement. Et puis il y a eu, à l'occasion sûrement des fêtes, mais avant aussi, un relâchement que tout le monde a constaté par rapport au respect des mesures barrières. Donc tous ces facteurs mis ensemble font qu'à N'Djamena, il y a eu cette flambée que vous avez constatée. Le cas de Amdjaras n'est pas le même que celui de N'Djamena. Le cas de Amdjaras, nous avons relevé, après 4-5 mois de silence, après un tout premier cas, nos équipes sur le terrain, nous avons des équipes qu'on appelle les équipes de surveillance épidémiologique. Donc chaque fois qu'il y a quelque chose de suspect, le système d'alarme se met en acte. Donc dans ce cas précis, nous avons eu une personne qui est arrivée, qu'on a transférée à N'Djamena, qui était positive du coronavirus, qui a été testée à N'Djamena, et à l'issue de cela, les contacts ont été tracés. La méthode est toujours la même, c'est-à-dire il y a un cas index, on trace ces contacts, on dépiste, on diagnostique, on isole, on traite. C'est ce qui est arrivé à Amdjaras. Donc, ce qui est arrivé à Amdjaras n'est pas à relier particulièrement à ce qui se passe actuellement à N'Djamena, mais c'est le type de cas isolés que nous avons eu au cours de ces derniers mois dans différentes régions du Tchad. Et donc, dans ce cas précis, à partir du premier cas index, nous avons testé environ 1070 cas. Nous avons eu 65-66 cas positifs qui sont des cas simples, traités localement. Et les premiers d'entre eux sont déjà même sortis du confinement et considérés guéris parce que le test était négatif. Oui, professeur, après évaluation de la situation par le comité de gestion des crises sanitaires, actuellement, quelle est l'ampleur de la pandémie? Bon, il y a assurément une recrudescence, comme nous l'avons dit,
Et c'est une recrudescence qui fait partie un peu d'une flambée régionale. Mais la situation chez nous, elle est jusqu'à présent bien contrôlée parce que au fil des mois, le gouvernement et les partenaires se sont beaucoup investis. La population aussi s'est beaucoup investie parce que n'oublions pas que mars, avril, mai, il y a eu une période qui était très très difficile où vraiment nous avons eu à gérer un confinement et donc grâce à tous ces efforts, la propagation a été contenue. Même maintenant, les structures qui ont été mises en place, notamment un hôpital dédié à la prise en charge des malades Covid au niveau de l'hôpital provincial de Farsha, avec un personnel qui a été entraîné. Le personnel en général au niveau national aussi, nous avons eu beaucoup de formations, beaucoup de matériel de prise en charge est arrivé. Et donc dans le cadre de la riposte, avec vraiment l'appui de manière multiforme, nous avons eu beaucoup d'appui de l'extérieur. L'État aussi a fait beaucoup d'efforts pour que nous puissions gérer toute éventualité. Même l'actuelle recrudescence ne dépasse pas nos capacités de prise en charge. Donc la situation est globalement sous contrôle, quand bien même le nombre de cas est plus élevé. Professeur, le décret numéro 7, rendu public dernièrement, allège davantage les mesures de confinement de la ville de N'Djamena. Certains services et activités sont autorisés ou ouverts. Ne pensez-vous pas qu'il y a risque d'aggravation de la maladie à travers ce relâchement de frein, si on peut le dire comme ça? Le confinement est une méthode qui sert à diminuer la circulation des personnes et donc la circulation du virus. Comme vous le constatez, de par le monde, il y a des pays qui ont fait un confinement draconien. Nous raisonnons par rapport à notre situation, à notre contexte. Donc il y a eu une période justement de confinement avec beaucoup plus de restrictions qui ont été allégées par le décret numéro 7. Votre question est pratiquement pourquoi est-ce qu'il y a une résurgence et les mesures ont été relâchées. En fait, ce n'est pas exactement comme cela. Le décret 7 exige de chacun d'entre nous beaucoup de discipline. C'est-à-dire que quand vous les lisez bien dans l'interprétation, si nous observons bien les mesures barrières et si nous sommes disciplinés, en fait, nous pouvons mener une vie entre guillemets normale en période de corona. Tout ce qui est arrivé jusqu'à présent est dû au relâchement des mesures barrières, qui sont vraiment des dispositifs simples, mais très efficaces pour contrecarrer la diffusion de la maladie. Donc, nous pensons que les jours qui ont été dédiés à cette période de confinement ont pu quand même permettre à tout un chacun de faire une introspection et de savoir que chacun d'entre nous est important dans cette lutte. C'est-à-dire que c'est nous qui devons faire propre à tout un chacun les méthodes du port du masque, la distanciation. Il ne faut pas porter le masque parce qu'il y aura la contravention du policier. Il faut le porter parce qu'on sait que cela nous protège nous-mêmes et cela protège notre entourage. Oui, professeur, pourquoi les enfants et les jeunes sont moins exposés à la Covid par rapport aux personnes âgées? Bon, vous savez, les enfants ont une immunité particulière en ce qui concerne la réponse de leur organisme contre les maladies virales. Pas seulement le corona, même dans le cas de l'hépatite, c'est le cas. C'est-à-dire c'est un système immunitaire qui est en maturation et qui ne provoque pas certains chocs à l'intérieur de l'organisme qui, comme l'histoire du chat qui se mord la queue, peuvent être néfastes. L'organisme cherche à se défendre, mais justement c'est sa défense qui se répercute à l'intérieur de certains organes et peut causer, disons, des dégâts. Et c'est un peu comme ça chez les enfants. Chez le jeune adulte aussi, les formes de Covid chez des jeunes adultes qui n'ont pas d'autres pathologies associées est beaucoup plus légère. Probablement, il s'explique à peu près de la même manière.
Selon certaines indiscrétions, des fumeurs courent moins de risques face à la contamination au Covid. Cela est-il scientifiquement démontré, professeur? Les fumeurs aiment toujours entendre ce qui est bien à leurs oreilles. Vous savez, dans la recherche, on tâtonne, on cherche tout azimut. Et au tout début des recherches qui se faisaient sur la diffusion ou la transmission de la maladie à coronavirus, tout a été tenté. Entre autres, quelles sont les personnes potentiellement plus touchées? Est-ce que c'est les fumeurs? Est-ce que c'est les non-fumeurs? Est-ce que c'est les gros? Est-ce que c'est les maigres? Etc. Et dans une de ces recherches, il était apparu que probablement, dans une étude fondamentale, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui concerne les interactions entre les molécules, les cellules, tout ça, quelqu'un a écrit qu'il y a une concurrence entre le coronavirus et la nicotine dans le mécanisme d'adhésion sur les cellules pour pénétrer à l'intérieur des cellules. Et que donc, si la nicotine arrive avant, le corona s'attaquerait moins. Mais c'est quelque chose qui n'a pas été successivement confirmé. Vous savez, dans les laboratoires, on dit beaucoup de choses et le contraire de ces mêmes choses. Donc ça, c'est une grosse fake news qui a été initialement diffusée même dans des journaux assez sérieux, beaucoup lus, mais c'est une fake news. Et d'ailleurs, il ne faut pas encourager les personnes à fumer parce que le fait de fumer, la cigarette, cause des dégâts beaucoup plus graves même que la maladie à corona. Donc, le cancer, les maladies cardiovasculaires qui sont des maladies chroniques et qui sont vraiment accélérées chez les grands fumeurs. Donc ça, je peux la considérer en conclusion comme une fake news. Professeur, parlant de tests qui permettent de déterminer le statut du patient, combien de temps d'attente faut-il pour entrer en possession des résultats? Bon, les tests, vous savez, pour le diagnostic, ça dépend du type d'appareil, du type de méthode qui est utilisée. Et actuellement, chez nous ici, ces tests varient de 50 minutes à 5-6 heures. Donc, c'est selon le type de machine qu'on utilise. Dernièrement, l'OMS a homologué également des tests de diagnostic antigéniques, dits rapides, qui peuvent vous donner le résultat en 20-30 minutes. Donc, tout dépend un peu de la méthode qu'on utilise. Certaines personnes doutent de la fiabilité du test fait ici sur place. Des individus seraient confirmés positifs et auraient refait le test ailleurs et lequel serait révélé négatif. Qu'en dites-vous, professeur? Non, je crois vraiment que les machines que nous utilisons au niveau de nos labos nationaux accrédités, les réactifs, sont des réactifs qui subissent, les réactifs et les machines subissent un contrôle de qualité. Ils sont homologués et internationalement approuvés. Les femmes et les hommes qui lisent et qui interprètent ces examens sont des personnes qualifiées. Et je pense que et puis l'interprétation d'un examen de virologie est extrêmement compliquée. Ce n'est pas seulement positif, négatif. On peut trouver par exemple un examen négatif parce qu'on n'a pas pris pendant le prélèvement une charge virale suffisante à déterminer que le virus était présent. On n'est peut-être pas allé en profondeur dans le prélèvement pour aller rechercher le virus là où il se confine, où il se cache le plus loin. Donc, il se peut que ça soit une erreur de prélèvement. Il se pourrait que la personne n'ait pas localement développé un grand nombre de virus qui soient prélevables. Et si on devait faire la réponse détaillée, ça prendrait 2 pages. Parce qu'on pourrait dire, écoutez, maintenant vous êtes positif, mais si vous faites le même examen dans 24 heures, il se pourrait que vous soyez négatif. Parce qu'entre-temps, l'organisme aurait réagi, etc. Donc, ça c'est un. La deuxième chose, en j'amène à ce que nous avons constaté,
c'est qu'il y a des personnes qui veulent forcément avoir un test négatif. Ces personnes sont tellement disposées à avoir un test négatif qu'il s'est développé un réseau parallèle de préleveurs que nous avons détectés et qui sont actuellement dans les mains de la justice. Donc, je pense que je peux sauter sur votre question pour dire aux personnes vraiment de se fier de ce qui est fait, de nos examens, de notre personnel, et de ne pas forcément exiger d'avoir un test négatif. Parce que si vous occultez un test et que vous vous faites prélever mal pour qu'il soit négatif, peut-être que vous êtes contaminé, vous ne vous soignez pas, peut-être que vous êtes en train de contaminer vos prochains et vous ne le savez pas, et tout cela n'est pas bon. Oui, professeur, si le virus peut se transmettre par des postillons, pourquoi ne pas simplement utiliser les salives pour les tests que le prélèvement nasal? Cela a déjà été fait. En fait, c'est une méthode qui a été mise sur pied, je crois, au tout début en France, je crois à Montpellier, et qui est actuellement utilisée dans certaines régions de certains pays qui fabriquent ces machines. Parce que c'est moins fastidieux de faire le prélèvement au niveau de la bouche, dans la salive, plutôt que d'aller le chercher au fond du nez ou du nasopharynx. Mais ce genre d'examen n'est pas encore homologué par l'OMS. Donc c'est pour cela qu'il ne fait pas partie de la panoplie d'examens prélevés reconnus de partout. Les Tchadiens attendent avec impatience le vaccin annoncé. Alors, selon vous, quelle catégorie de personnes sont concernées par ce vaccin? Bon, je suis content d'entendre que vraiment les gens attendent le vaccin parce que le vaccin serait une très bonne solution, est la solution afin de dominer cette épidémie, cette pandémie. Et donc, le gouvernement, par la coordination, le ministère de la Santé publique et la coordination nationale de riposte sanitaire, s'est attelé à la recherche du vaccin depuis longtemps, depuis pratiquement mars-avril, dans le cadre d'une initiative qu'on appelle l'initiative COVAX, qui est qui est parrainée par l'OMS et l'Alliance Gavi, qui fait mettre pratiquement tous les pays du monde pour que tous, les grands, les plus riches, comme les plus petits et les plus pauvres, puissent avoir de manière équitable accès à des bons vaccins quand ils étaient encore en fabrication. Donc tout ce mécanisme a mûri jusqu'à la période où, depuis un mois et demi, il y a eu des candidats vaccins qui sont devenus des vaccins homologués. Et donc dans ce cadre-là, le Tchad a adhéré à l'initiative. Les plus hautes autorités ont dit que le vaccin serait un vaccin volontaire, c'est-à-dire vous acceptez qu'on vous vaccine, on vous vaccinera. Et toutes les démarches administratives et politiques ont été faites. Parce qu'en fait, à un certain moment, dans cette initiative, il faut faire passer le document au niveau de l'Assemblée nationale aussi. Donc tout ce chemin a été fait et nous comptons pouvoir avoir les vaccins d'ici la fin du premier trimestre 2021. Et donc tout a déjà été mis en œuvre. Quelle est la population cible? Normalement, en général, la population cible, c'est les personnels de santé, les personnels vulnérables, donc les personnes âgées avec pathologies associées, et puis d'autres catégories que nous définirons au fil du temps. Et donc pour le moment, c'est les principales catégories. Et voilà. Donc. Oui, professeur, l'espoir repose aujourd'hui sur quoi? Sur les vaccins dont on parle ou sur le changement de comportement? Les deux choses sont complémentaires. Alors, elles sont complémentaires dans le sens que le changement de comportement, je suppose que vous entendez l'observance des mesures barrières. Donc, si l'on porte normalement son masque en public, si l'on observe la distanciation sociale,
si l'on se lave fréquemment les mains à l'eau et au savon, on diminue drastiquement les possibilités de transmission du virus de personne à personne. On en atténue la circulation et puis à un certain moment, voilà, ça va s'atténuer. Et le vaccin nous permet, en ayant vacciné un très grand nombre de personnes, de diminuer également la circulation du virus parce qu'il ne pourra pas se multiplier. Donc les deux choses sont complémentaires. Il faudrait très bien faire l'observance des mesures barrières et arriver à temps au vaccin. Et puis, ces mesures barrières-là, elles sont salutaires. Elles sont vraiment salutaires. Donc, je dirais que les deux méthodes sont complémentaires. Elles ne s'excluent pas l'une l'autre. Elles vont ensemble, elles sont complémentaires. Peut-être avant de mettre un terme à cet entretien, professeur, vous avez certainement des orientations et conseils pratiques à adresser à la population pour réduire justement au maximum possible cette propagation de cette maladie. Merci beaucoup pour cette question. Elle est importante. Elle est importante parce que nous répétons toujours que cette épidémie doit nous faire prendre conscience que chacun d'entre nous est important. Dans la lutte, chaque personne est importante. Parce que chaque personne est responsable de sa santé et de la santé des personnes qui lui sont autour. Surtout des personnes vulnérables. Comptez que quelqu'un qui a 30 ans et qui a la maladie et qui peut très bien s'en sortir, si elle ne se soigne pas, si elle diffuse la maladie autour d'elle, elle va la passer au papa ou à la grand-mère qui a 60 ans, 70 ans, 80 ans. Et ces personnes qui ont des pathologies associées, la maladie, les conséquences sont beaucoup plus fâcheuses sur ces personnes-là. Donc, nous sommes tous responsables de notre santé comme de la santé des personnes qui sont autour de nous. Ça, c'est un. La deuxième chose, vous avez sûrement entendu parler, il y a des variantes différentes du virus qui sont devenues de plus en plus méchantes parce qu'elles se transmettent de plus en plus facilement et là où normalement elles auraient pu infecter 10 personnes, elles en infectent 70 d'un coup. Ça, c'est un schéma qui est très mauvais à gérer parce que cela veut dire que nous pourrions infecter un grand nombre de personnes en même temps. Tout cela peut se stopper si nous stoppons la propagation du virus. Donc c'est pour cela que continuer à observer les mesures barrières est le premier secret pour éviter que la pandémie nous emporte tous. Donc c'est toujours porter le masque correctement, en cachant les narines. Il faut bien porter le masque. Il ne faut pas le mettre appliqué sous le menton. Certains le font par élégance, par je ne sais pas pour quel motif, mais ce n'est pas correct. Il faut observer la distanciation sociale. Il ne faut pas se saluer avec la main. Nous, notre coutume ici, c'est de se donner la main quand on se salue. On dit bonjour, assalamu alaikum, l'aller et puis on se donne la main. Il ne faut pas se donner la main. Et observer la distanciation, se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon. Il faut que ça soit une conduite adoptée même par les enfants. Et dans cette prise de conscience d'être responsable, il faut savoir que nous sommes garants de notre santé et aussi de la santé des personnes qui nous sont autour. Donc des personnes vulnérables, auxquelles nous tenons beaucoup parce que les grandes personnes sont les piliers de nos familles, dans notre culture. Voilà. Merci beaucoup. Merci, professeur Choua Ochoumi, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national des ripostes sanitaires. Avec vous, il était question des résurgences de la maladie à coronavirus à N'Djamena et à Amdiaras dans la province de l'Enedi-Est. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et téléspectateurs, merci de votre aimable attention. Hinda Ahmed Chérif et moi-même Suleiman Diabo vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de l'invité de la semaine. Bonsoir.